alaikum, chers étudiants. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, comme promis. Donc, je vais essayer de vous exposer deux exercices. Le premier concernant la simplification des fonctions booléennes par la méthode de Quine-McCluskey. Et le deuxième, il portera sur la simplification par la méthode de Carnot, suite à la demande répétée des étudiants par rapport à ces deux méthodes-là. Donc, je vais essayer de les exposer le plus simplement possible. Alors, le premier exercice, il est demandé de simplifier la fonction booléenne f, définie par une forme de min-terme, la somme des min-termes, le 1, 3, 8, 9, 10 et 14, en utilisant la méthode de Quine-McCluskey. Donc, la méthode repose sur deux étapes. La première étape, c'est celle de Quine concernant la création des classes pour déterminer les monomes premiers. Ensuite, par la méthode de Quine-McCluskey, pour terminer les monomes essentiels premiers. Donc, allons-y. Donc, on va d'abord commencer par mettre le format numérique pour chaque min-terme. Alors, le premier min-terme 1, il sera représenté pour des variables A, B, C et D par 0, 0, 0, 1. En fait, c'est le code binaire du 1 sur 4 positions parce qu'on a 4 variables. Pour le 3, on aura le 0, 0, 1 et 1. Pour le 8, on aura le 1, 0, 0 et 0. Pour le 9, on aura le 1, 0, 0, 1. Pour le 10, on aura le 10, 10 en code binaire. Et pour le 14, on aura le 1, 1 et 1, 0. Bon, une fois les codes binaires sont mis en place, donc l'étape consiste à la création des classes. Chaque classe va regrouper les min-termes qui ont le même nombre de 1. Donc, c'est par nombre de 1 dans le code binaire qu'on va créer les classes. Alors, pour la classe 0, alors regardez bien que le 1, le 8 possèdent uniquement un seul 1, donc ils vont faire partie de cette classe où le nombre de 1 est égal à 1. Donc, on commence toujours par le plus petit vers le plus grand. Ensuite, le 8 pour le code 1, 0, 0 et 0. Donc ça, c'est la première classe. La deuxième classe, c'est la classe 1. Donc on va passer au 2, 1. On aura le 3 avec le code binaire 0, 0, 11. On aura le 9 par le code binaire 1, 0, 0, 1, le 9. Et donc, on aura le 10 par le 10, 10. Donc, et la troisième classe, c'est la classe 2, et elle aura pour code 1, 1, 1 et 0. Donc ça, c'est pour le 14. Une fois les classes sont créées, on va passer au balayage. Donc, on va chercher les adjacences entre chaque terme de la classe I avec la classe directement adjacente. C'est la classe I plus 1. Et donc, on va comparer un par un. Donc, la méthode est incrémentale. Donc, on va commencer par le premier. On va chercher dans la deuxième classe les termes qui lui sont adjacents. Ça veut dire qu'il y a un seul changement au niveau du nombre de 1. Alors, on aura le 0, 0, 1 avec le 0, 0, 1, 0. Observez que la variable A, bien sûr, ça c'est le A, le B, le C et le D par ordre dans la fonction f. Alors, le A ne change pas, le B ne change pas, le C change et le D ne change pas. Donc, il y a un seul changement. Par conséquent, il y a une simplification. Et là, on va créer les nouvelles classes. Donc, on va passer vers la classe 0', qui va justement montrer cette adjacence et la simplification. Donc, les variables inchangées restent inchangées. La variable qui a changé de valeur sera supprimée, autrement dit simplifiée. Donc, on aura le 0, 0, 1. Donc, on a simplifié la variable C, et les termes qui ont participé doivent être cochés pour les éliminer de la phase finale. Et donc, le 1 et le 3, ils ont participé à la création de ce premier monome. Donc, celui-ci est appelé un monome premier. Il devient essentiel s'il fera partie de la base finale, sinon, on va le simplifier lui aussi. Alors, on continue le balayage terme par terme jusqu'à en terminer toutes les classes. Alors, le 1 et le 9, donc observez bien qu'il y a un changement unique, et donc ça passe, et on aura un tiré 0, 0, 1 entre le 1 et le 9. Donc la variable qui a changé, c'est la première valeur, et c'est là. Et donc c'est le 1 et le 9. On continue, 1 et 10, donc observez bien, un changement, deux changements, ils ne sont pas adjacents, et on passe au suivant, le 8. 8 et 3, donc un changement, deux changements, ils ne sont pas adjacents. 8, 9, donc on aura un seul changement, donc ça va faire 1, 0, 0 tiré.
Donc 1, 0, 0 tiré, c'est le 8 et le 9. Ensuite, le 8, 10, donc on aura un seul changement, c'est le 1, 0 tiré 0. Et donc c'est le 8 et le 10. N'oubliez jamais de cocher tous les termes qui ont participé. Donc ainsi, on a terminé le balayage de la classe 0 avec la classe 1. On va répéter maintenant toutes les classes. Alors classe 1 et classe 2. Et on va créer la classe 1'. De la même manière, on va comparer les adjacences. Alors, observez bien, deux changements, il n'y a pas d'adjacence entre le 3 et le 14. 9 et 14, donc il y a aussi deux changements, il n'y a pas d'adjacence. Et enfin, le 10 et le 14, observez qu'il y a un seul changement, et donc il y a une adjacence. Et on aura le 1-1, 0 pour 10 et 14. Et donc, on va cocher aussi le 14. Et donc, ce processus-là est répété sur les nouvelles classes jusqu'à saturation, là où il n'y aura plus de comparaison à faire. Et on va répéter maintenant le processus, mais il devient plus rapide. Pourquoi? Les variables qui ont été simplifiées peuvent être des éléments détecteurs, c'est-à-dire je compare uniquement les termes qui ont des variables simplifiées à la même position, parce qu'il y a, pour détecter s'il y a une éventuelle adjacence. Alors observez bien que le 1, 3 ne peut être adjacent au 10, 14. Pourquoi? Là, on a simplifié la variable C, et là, on a simplifié la variable B. Déjà, il y a un double changement, il n'y a pas d'adjacence, et c'est pour cela qu'on utilise la suppression indy pour déterminer l'adjacence. Donc, le 1,3 n'est pas comparable, le 1,9 non plus, le 8,9 non plus, le 8,10 non plus, et enfin, le 10,14 non plus. Donc, il n'y a plus de comparaison à faire, et donc, on aura une saturation. Finalement, les termes qui n'ont pas participé à une simplification vont former ce qu'on appelle les monomes premiers, qui sont le 1, 3, le 1, 9, le 8, 9, le 10, 8, et enfin le 10, 14. Donc, ces termes-là vont former ce qu'on appelle la base qui peut être minimale, qui peut ne pas être minimale, et elle va regrouper tous les monomes premiers. On va savoir s'ils sont essentiels ou ils le sont pas. Donc, cette méthode est appelée la méthode de Queen. Elle a détecté les monomes premiers. Maintenant, on va voir s'ils sont essentiels ou non pour déterminer la base finale qui sera la base minimale. Donc, la base, elle est complète, mais on ne sait pas si elle est minimale. On ne sait pas si elle est redondante. Les termes qui vont être supprimés éventuellement vont former les termes redondants. Et si tous les termes ne sont pas redondants, ça va former notre base finale qui est la simplification finale. Donc ça, c'était la première étape. On passera vers la deuxième étape qui est la méthode de McCluskey pour déterminer justement les monomes premiers essentiels à travers les monomes premiers qui ont été détectés à la première phase. Donc on va enchaîner sur la deuxième méthode de McCluskey. Donc, voici les monomes premiers qui ont été détectés lors de la première phase de balayage. Donc, on va les reporter sur un tableau croisé qui sera indicé en ligne par les termes qui ont été déterminés. Et sur les colonnes, on va placer les min-termes initiales de la fonction booléenne. Donc, pour le premier terme, c'est le A bar, B bar, le C, il est éliminé, et le D égale à 1. On est en train d'utiliser la méthode SOP pour les variables A, B, C et D. Et donc, on aura le A bar, B bar, D pour le premier monome. Ce monome est une couverture, en fait, c'est une simplification des termes 1 et 3. Donc, on coche le 1 et le 3. Donc, c'est comme un regroupement dans la table de Carnot. Ensuite, le deuxième, c'est le B bar, C bar, D. Donc, c'est le B bar, C bar, D, et qui regroupe le 1, donc pour le terme 1, et le 9. Voilà. Pareillement pour le troisième, c'est le A, B bar, C bar. Donc le A, B bar, C bar, 8 et 9. Donc 8 et 9. Le quatrième, c'est le A, B bar, D bar. Et qui représente le regroupement du terme 8, 10. Et pour terminer, le dernier, c'est le A, C, D bar, A, C, D bar, et qui regroupe le 10 et le 14. Voilà. Maintenant, pour sélectionner les monomes premiers essentiels, c'est-à-dire celui qui va faire partie de la base finale, on va considérer les colonnes et on va choisir la colonne qui contient une seule croix. Pourquoi? C'est le même principe que lorsqu'on utilise la méthode de Carnot. Sur la table de Carnot, si nous disposons des 1, par exemple, dans ce sens-là, donc on observe très bien que ce regroupement,
touche ce terme et touche ce terme. Ce regroupement aussi, il touche ce terme et il touche ce terme. Donc celui-là possède deux couvertures, ça s'explique par deux croix. Celui-ci possède une seule couverture et ça s'explique par une croix. On ne peut pas éliminer cette couverture, sinon ce 1 devient à découvert et donc il va déterminer forcément le monome premier essentiel. Donc on va balayer les colonnes l'une après l'autre et on va déterminer qui sont les monomes, qui sont premiers essentiels. Alors le 1 possède double croix, donc c'est une confusion, on ne peut pas déterminer. Le 3 possède une seule croix, par conséquent, ce monome devient essentiel, premier et fera partie de la base finale. Le fait d'avoir choisi ce monome, donc on a couvert le 1, on a couvert le 3. Nous cherchons à couvrir toute la fonction booléenne. Dès que tous les min-termes sont cochés, ça veut dire qu'on obtient notre couverture finale. On progresse sur les colonnes. Donc le 8 possède deux croix, le 9 possède deux croix, le 10 possède deux croix et le 14 une croix. Et donc ce monome est aussi premier essentiel. Donc on a déterminé deux monomes essentiels. 10 et 14 sont déterminé. Maintenant, il nous manque deux couvertures pour le 8 et pour le 9 et on a le choix entre trois termes 1, 2 et 3. Lequel choisir? Si on va choisir le premier, il va couvrir le 1 et le 9 et le 8 reste à découvert. Si on choisit l'avant-dernier, on va couvrir le 8 et le 10 et le 9 reste à découvert. Par contre, si on choisit le A, B bar, C bar, on va couvrir à la fois 8 et 9. Et donc, on gagnera sur la simplification. Et ainsi, on vient de déterminer notre base complète, finale, minimale, qui va donner la solution optimale pour cette fonction booléenne. D'ailleurs, la solution à ce niveau, elle est unique. Et elle est définie par, on va juste noter ces monomes premiers essentiels qui sont le A bar, B bar, D, plus le A, B bar, C bar, plus le A, C, D bar. Donc, cette solution, ou bien cette fonction finale, s'appelle une base complète. Complète, ça veut dire elle touche toute la fonction et elle est aussi minimale parce que c'est l'optimisé. Et la première base qui a été déterminée à ce niveau est une base complète, mais elle n'est pas minimale et elle est à la fois redondante. Les monomes B bar, C bar, D et A, B bar, D bar sont des monomes redondants. Ils ont été éliminés lors de la simplification. Donc, la méthode de Quine-McCluskey repose sur deux phases. La première, c'est la sélection des monomes premiers. La deuxième phase, c'est de déterminer parmi ces monomes premiers qui sont les monomes essentiels qui vont faire partie de la base finale, qui est la simplification finale. Cette simplification, on aurait pu l'obtenir en utilisant la méthode de Carnot, donc je peux reprendre très rapidement en parallèle à cette méthode. Donc, pour la méthode de Carnot, parce qu'on a utilisé 4 variables, il faut toujours noter que la méthode de Quine-McCluskey peut être utilisée pour un nombre très élevé de variables. Par contre, la méthode de Carnot est très limitée. Déjà, à partir de 5 variables, elle devient un peu complexe. Pour 6 variables, aussi complexe. Et pour 7 variables, elle devient carrément impossible. Donc, je vais reprendre le même exemple avec les termes. Cette fois-ci, je vais utiliser une table de Carnot. On va utiliser la méthode de Carnot pour la simplification. Donc, nous connaissons les codages des termes qui ont été définis assez clairement. Donc, la table de Carnot est aussi un tableau croisé qui regroupe justement les min-termes. Donc là, c'est le AB et le CD. On va placer les 1. Donc on a le 0, 1, le 2, le 3, le 4, 5, le 6 et les 7, 8, 9, 10 et 11, ce sont les indices des min-termes. 12, 13, 14 et 15. Et donc on va placer les min-termes. Nous travaillons sous forme de SOP. Alors non, le 1 c'est un 1. Ensuite, le 3 c'est un 1. Le 8 est un 1. Le 9 est un 1, le 10 est un 1, et enfin le 14 est un 1. Et donc, pour utiliser la méthode de Carnot, nous connaissons la méthode, donc on va essayer de faire le minimum de nombre de termes. Dans chaque terme, on va faire le maximum de nombre de 1. On va chercher les 1 isolés. Donc, par exemple, ce premier 1 n'a que 7 adjacences, et donc ce regroupement devient essentiel. Ce terme-là, il va être lu en A bar, B bar, la variable qui change est éliminée et il va donner D. Donc c'est A bar, B bar, D comme premier regroupement. Ensuite, ce 1 n'a que 7 adjacences, donc on va la prendre aussi obligatoirement. Et donc elle va être lue en A, C, D bar.
Les deux 1 restants, bien évidemment, j'ai deux solutions. Je peux utiliser cette solution, parce que c'est une adjacence, et je peux utiliser cette solution qui est aussi une adjacence. Remarquez que pour cette solution, je ne touche pas à ce 1 qui est isolé, donc le meilleur est de prendre cette solution. Et celle-là, donc on le voit très clairement qu'il est redondant. Et donc le terme qui vient d'être regroupé, c'est le A, B bar, C bar. Donc en comparant cette solution avec cette solution, le A bar, B bar, D, le voici. Le A, B bar, C bar, le voici. Le A, C, D bar, le voici. Donc on tombe sur, parce que le problème possède une solution unique, donc que ce soit par la méthode de Carnot, par la méthode de Kulinski, on aboutit toujours à la même solution finale. Maintenant, après avoir simplifié la fonction et définir la fonction finale, l'étape prochaine, c'est l'élaboration du circuit, mais normalement c'est une solution assez facile parce que les opérateurs booléens, les et, les ou et les négations sont tous remplacés par mapping dans un circuit qui s'appellera le circuit combinatoire pour la fonction booléenne. Bien sûr, on peut toujours tricher sur le circuit, c'est-à-dire on peut factoriser le A pour éliminer une porte, et là, on va quitter la forme canonique, que ce soit sous forme de SOP ou sous forme de pause. Donc cet exercice avait pour objectif d'introduire ou bien d'expliquer encore mieux la notion de Quine-Makliski pour la simplification des fonctions booléennes. Cette méthode, elle est itérative, elle est programmable, on peut la programmer, l'utiliser pour un nombre assez élevé de fonctions booléennes. Elle est très efficace pour la simplification des fonctions à grand nombre. Je vous remercie pour votre attention. Donc on se retrouvera dans une autre vidéo pour un autre exercice où on va essayer d'introduire la méthode de Carnot avec les fonctions qui ne sont pas complètement définies. Merci pour votre attention.